pense qu'il y a des moments, il faut écouter les autres, surtout quand le retour, même si on n'aime pas. Ah ouais, Dieu sait que j'ai pas du tout aimé. J'ai lu ça, j'ai montré à mon épouse, j'ai dit, mais ils sont vraiment pas bien. Ouais. Et elle m'a dit, bah écoute, Hervé, hein, je comprends un peu. Troisième ne se rappellera jamais que vous avez manqué cette réunion, mais votre fille s'en rappellera toujours que vous avez manqué son anniversaire. Et là, je me dis, il a raison. C'est le test. Bienvenue sur les grandes épopées. Je m'appelle Jafar Stebenraji et chaque semaine, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes, aujourd'hui à la retraite ou qui ont tourné une page majeure de leur vie professionnelle. Ils transmettent sans filtre les apprentissages et les anecdotes qui ont marqué leur carrière. Aujourd'hui, je vous propose la suite et fin de mon échange avec Hervé Gindre, un des seuls non-américains à avoir occupé un poste de vice-président au sein de 3M, un leader mondial dans l'innovation technologique. Dans cette seconde partie, nous aborderons, entre autres, le retour de ses pairs lors d'un feedback 360 qui a été un électrochoc pro et perso, un moment de vérité avec sa fille cadette qui a rechallengé son équilibre, ou encore les principaux conseils qu'il partage depuis quelques années à des fondateurs et fondatrices de start-up tech en tant qu'advisor. Avant de vous laisser avec Hervé, quelques mots sur les singularités de ce nouveau podcast. Pour vous proposer le contenu le plus authentique, inspirant et actionnable, toutes les expériences abordées avec mes invités sont totalement révolues. Cela assure une liberté de ton maximale, ainsi qu'une meilleure prise de recul. Les entretiens sont enregistrés dans les conditions du direct, sans coupure, ni montage, au domicile de mes invités partout en France. J'aborde des réflexions de carrière, mais aussi les enjeux business associés, pour contextualiser un maximum leurs apprentissages. Enfin, les entretiens sont découpés en 2 parties, diffusées chaque mardi et vendredi, et durent entre 45 minutes et 1 heure chacune. Et maintenant, place à votre épisode avec Hervé Gindre. Tu as eu beaucoup de postes en Asie, une sorte de séquence où tu as eu plusieurs changements de poste en très peu de temps. Et puis là, tu reviens au siège sur un rôle de VP, cette fois-ci sur une durée beaucoup plus longue, un peu plus de 5 ans. Je trouve que c'est intéressant de comprendre un peu comment est-ce que tu as pris cette décision, comment est-ce que tu l'as aussi, je sais pas si c'est une négociation, en tout cas voilà. Oui. Alors en fait, j'ai pas le temps d'apprécier beaucoup ce poste de vice-président basé en Asie, loin du siège, et parce que on me demande en 2010 d'aller dans le Minnesota, ce qui est une chose que j'avais jamais pensé faire. Pour avoir fait Six Sigma, les formations Six Sigma en plein hiver, j'étais rentré et j'avais dit à mon épouse, on n'ira jamais là. Il y a peut-être une leçon qu'il faut jamais dire jamais à son épouse, parce que quand je rentre et que je lui dis, on me propose un super poste, mais c'est basé à Minneapolis, elle me dit, mais tu m'avais dit que on n'irait jamais à Minneapolis. Et j'ai dit, bah oui, mais il va falloir... Et en fait, bon, ça va très bien se passer à ce niveau-là, mais c'est la partie matériaux pour l'électronique à laquelle j'ai contribué en Asie, et on me dit, bah, le vice-président a été promu, et le vice-président, il veut que ce soit vous qui le remplaciez. C'est une personne avec qui j'ai développé aussi une relation, qui est un Européen comme moi, mais qui vient vraiment de la technologie, un ingénieur et un docteur, et qui me demande de le remplacer. Et là, je suis un peu... on se réintègre aux États-Unis. Je me rends compte que je suis un peu essoufflé par les années qui se sont passées, où j'ai eu 7 jobs différents en 9 ans dans 3 régions du monde différentes, donc avec des déménagements et tout ça. Et au bout de 2 ans, j'ai l'occasion de rencontrer le VP des ressources humaines qui me demande quel est votre dream job, qui est une question traditionnelle que pose mon dream job, c'est vice-président Electronic Materials. Elle me dit qu'un grand sourire, vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire. Je dis non, c'est vous qui n'avez pas compris. Mon dream job, c'est ce job. Que vous occupez, que j'occupe à ce moment. Voilà pourquoi. Et voilà ce à quoi je peux contribuer dans ce job. Et je pense qu'il faut que j'y reste 5 ans. J'ai envie d'y rester 5 ans. Elle dit, oh là,
c'est compliqué, mais on va voir ce qu'on peut faire. Et ils sont super parce qu'ils le font, en fait. Je reste 5 ans et demi. Ok. Et c'est une période de stabilisation à la fois au niveau familial et au niveau professionnel, même si dans l'électronique, on n'est jamais stable par définition. Donc, Oui, parce que je vois que ton activité à ce moment-là, elle fait x3. Enfin, c'est pas une période. oui, l'activité triple. On intègre plus de produits 3M, on commence à intégrer des produits de l'extérieur, on crée un groupe semi-conducteur, on engage des gens du semi-conducteur, on engage une équipe complète du semi-conducteur, on crée un groupe batterie. C'est tout début de tout ce qui est électromobilité, donc on crée un groupe batterie en dehors de l'électronique. Enfin, c'est une période incroyable. Et puis en même temps, on devient aussi un peu un contributeur clé au sein de 3M. Donc. Incroyable. En tout cas, je pense que ce temps long-là que tu as réussi à négocier, je me dis, dans notre génération, on a tendance à faire un peu des sauts de puce parfois sur des jobs. Et je trouve que c'est assez inspirant de t'entendre à ce moment-là de ta carrière décider d'avoir de la stabilité. Ouais. Pour pouvoir aussi justement avoir des projets sur lesquels tu livres, tu as l'initiative, tu vois le résultat. Oui. Alors donc là, c'est effectivement ça suit une période de grande instabilité. Mais c'est aussi important, je pense, pour voir un peu le fruit de ce qu'on fait et puis avoir une stabilité professionnelle et familiale. Et je pense que l'autre chose que j'ai appris, c'est qu'il faut aussi dire ce qu'on ne veut pas faire. Dire ce qu'on veut faire, c'est restrictif. Et c'est quelquefois, ça me met des étiquettes sur les gens. Ah, c'est lui qui veut, c'est le marketeur. Moi, j'ai été longtemps le marketeur. Et donc, on met des étiquettes sur les gens et c'est très dur de s'en débarrasser. Et par contre, dire ce qu'on ne veut pas faire, c'est beaucoup plus facile parce qu'on élimine moins de choses, le champ des possibles il est infini toujours. Voilà. Et donc dire, je veux pas continuer à bouger comme ça. L'infini moins 2, ça reste l'infini. Pendant 5 ans, je voudrais pas bouger. Alors après, ils peuvent dire, on peut pas, mais je pense que c'est très important à faire. Et c'est difficile dans une culture européenne, je dirais pas forcément française, c'est difficile de dire à son N+1 ou à son N+2, voilà ce que je veux faire, mais voilà surtout ce que je ne voudrais pas faire, ou de dire non, de dire... je l'ai fait 2 ou 3 fois, donc il y a des moments... Oui, et avec le recul, ça t'a été plutôt bénéfique, en fait. Ça a été plutôt bénéfique, parce qu'en fait, ça permet de ne pas rester sur des malentendus, ça m'a permis de rester plus longtemps, ça m'a permis de ne pas mettre ma famille dans des situations impossibles. Donc, alors évidemment, on ne peut pas le faire tout de suite, mais il faut avoir un peu pris racine. Et donc, mais je pense qu'il y a des moments qu'il faut sentir et où il faut le faire et où il faut avoir le réseau pour le faire, parce qu'on peut tester ces choses. On peut dire... voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Et vous allez avoir un exécutif que vous connaissez, qui n'est pas du tout dans le branche d'activité, qui va dire, moi je pense que tu devrais en parler, tu devrais pas en parler. Et donc c'est toute la partie networking qui aussi fait partie de ces moyens de communiquer ces choses. Et d'ailleurs, ça fait une bonne transition sur un élément que je voulais qu'on aborde ensemble, parce que quand on a préparé cet échange, tu m'as parlé d'un ancien Hervé et d'un nouveau Hervé. Au moment où en 2007-2008, tu prends beaucoup plus de leadership chez 3M. On vient te voir et on te dit tu es trop discret. Je sais pas si c'est comme ça que ça se passe, mais j'ai vraiment envie de comprendre. Mais non, c'est en fait, on vient pas vraiment me boire. On est, voilà, dans les nouveaux membres de la commission exécutive de 3M. Il y a un 360, un feedback à 360 degrés. Comme vous étiez à Singapour pendant la crise des 2 premières années, on n'a même pas eu le temps d'y penser, mais vous ne l'avez pas fait, il faut que vous le fassiez, puis on vous donne un consultant ressources humaines pour vous aider, qui vient de l'extérieur, qui va coordonner le 360 et le plan
d'amélioration qui va résulter du 360. Alors, Et le 360, c'est quelques-uns de vos direct reports, mais surtout vos pairs. Donc les autres vice-présidents, votre patron, et donc une demi-douzaine de personnes. Et à ma grande surprise, le 360, il me revient comme super, mais trop calme, ne dit pas assez ce qu'il fait, il y a même trop cool, trop zen, trop résilient, un peu. Et puis, après, je suis un peu surpris du retour et je me dis, bah ouais, mais c'est pas moi. Moi, je veux pas être comme eux, hein, parce qu'il y a beaucoup de JI très volubiles, très extravertis, quelquefois un peu de jet set, ce qui ne colle pas forcément avec la culture 3M, mais ils sont là, il y en a qui sont restés. À la fin, il y en aura moins, mais. Et je me dis, mais je veux pas être comme eux. Qu'est-ce qu'ils me racontent là? Et j'ai un peu une réaction, dire, ouais, c'est pas à ce stade que je vais changer. Je vais les voir et ils m'expliquent que il y a certaines choses que je peux plus me permettre, c'est-à-dire d'être discret, d'être pas visible, de pas forcément donner mon opinion. Alors en fait, au début, entre le manque de spontanéité dans la langue, qui évidemment s'estompe avec le temps, et on a tendance à pas être le premier à parler. Donc, quand les autres ont parlé, ils ont déjà dit ce que vous vouliez dire, donc on a l'impression que vous avez rien à dire, ne dites rien. Donc il y a ça, il y a la partie un peu autoritaire. Il y a des gens qui me disent il faut être plus autoritaire, il faut être plus décisif. Et c'est tellement général que je me rends compte qu'il faut que je change. Et c'est hyper puissant, quand même, de prendre ça. Ouais. Et je pense que si je l'avais pas fait, ça aurait été un frein à cette partie de ma carrière ou 10 années qui vont suivre. C'est un peu be louder or be stuck. Ouais. Okay. C'est un dérailleur de carrière, voilà, comme on dit. Hein. Mais que vous n'avez pas anticipé, et c'est les autres qui vous le disent. Et après, je deviens un fervent supporter des 360 parce que quand la grille est bien faite et qu'il y a un vrai anonymat, bon là il n'y a pas d'anonymat parce qu'il y a des gens, je peux les lire. Oui. Il y en a, ils ont des expressions. Il y en a un qui met Hervé, is the cool as a concombre. Je sais qui c'est, quoi. Donc, et donc il y a des choses comme ça. Mais après, j'en fais faire aux gens d'équipe qui sont un peu perdus ou qui veulent pas écouter ou qui sont un peu en mode c'est dans le déni un peu. Voilà. De déni et ça marche super bien. Ça marche super bien, surtout s'il y a un plan d'amélioration qui est fait. Je me dis, et du coup, ça change quoi pour toi? Ça change un peu la personne que je deviens, non pas un peu en public peut-être, mais surtout dans les décisions, dans les débats. Et je me laisse un peu plus aller. Je vais me fâcher une ou deux fois, parce que les gens m'avaient jamais vu me fâcher. Ils disent, Hervé, se fâche jamais, c'est très frustrant. Jamais ça comme retour. Et notamment des gens de General Electric. Et en fait, je me fâche, mais je me fâchais pas. Oui, pas de manière expressive. Voilà, où je bats dans un contexte business. Et donc, je vais faire des choses en restant moi-même, évidemment. Et d'ailleurs, tout le monde me précise, restez vous-même. Et oui, mais c'est un peu une équation insolvable. Rester soi-même tout en changeant radicalement un élément de posture qui est loin d'être anodin. Ouais. Mais je pense que moi, il y a des choses dont j'étais conscient. C'est-à-dire, il y avait une forme de modestie, d'hyper-modestie. C'est pas un syndrome de l'usurpateur, mais c'était un peu de discrétion qui était liée à ma position toujours un peu entre le siège et les filiales, et en Asie, pas asiatique, pas américain. Pour certains asiatiques, c'était une aberration aussi. Donc, et même au départ, j'ai l'impression, business et pas ingénieur. Business et pas ingénieur. Donc, il faisait que je me rends compte qu'en fait, je suis à un stade de ma carrière où c'est pas du tout un problème. J'ai pu prouver ce que je pouvais faire, et donc il faut que je sois plus à l'aise avec ça. Donc c'est une forme de une petite libération personnelle, et puis effectivement je vais parler un peu plus. Je vais me fâcher une ou deux fois, mais presque inconsciemment. Hein, il y a une fois où je me fâche et où après ça reste un jour où le comité de direction va dire c'est le jour où Hervé s'est fâcheux. C'est incroyable. Et je dis I'm pissed off avec un accent français, et ils vont dire c'est le jour où Hervé était piste.
J'adore. Et donc ça va, et c'est très très longtemps, les gens vont dire, mais oui, c'est ce jour-là. ce jour-là, et donc ça va m'arriver, et à un moment je dis, et je me rends compte que je suis un peu, peut-être pas aller trop loin, mais que je suis là où il faut. C'est à un moment je vais dire à mon patron, mais alors qu'est-ce que ça donne? Il me dit, ah bah c'est bien, hein, vous avez bien parce que en fait ça correspond plus à ce que je suis devenu, et je suis désinhibé d'une certaine façon. Ouais. Désinhibé. Et ça va m'aider dans peut-être un peu dans la vie de tous les jours. Ça va développer une capacité de connexion sociale qui était en moi, mais que j'avais pas forcément, entre l'expatriation, le fait d'être jamais... on est toujours un Français aux États-Unis, un Français en Asie, et ça va m'aider à connecter et à m'intégrer, à m'adapter plus facilement. Hyper intéressant. À poser des questions aux gens. Je vais doubler d'intensité sur mon réseautage à ce moment-là, en fait, et donc ça va être ça va être très bénéfique. Mais ça, c'est qu'en fait, finalement, tu vois vraiment l'effort que tu as dû fournir. Et finalement, l'impact, il est très clair, il est très net. Il est très net, ouais. Il est très net. Et je pense qu'il y a des moments où il faut écouter les autres, surtout quand le retour, même si on n'aime pas. Ah ouais, Dieu sait que j'ai pas du tout aimé. J'ai lu ça, j'ai montré à mon épouse, mais ils sont vraiment pas bien. Ouais. Et elle dit, bah écoute, Hervé, hein, je comprends un peu. Elle me disait, mais je veux pas monter sur la table comme eux. Je vais pas hurler, et c'est pas moi. Et d'ailleurs, ils me le demandent pas, en fait. Ils disent bien, restez vous-même, be yourself. En fait, ça me fait penser à... Enfin, je souris parce que ça me fait penser à une vidéo très connue de Microsoft où il y a tous les big boss. Steve Ballmer. Ouais, Oui, mais c'est incroyable. C'était un peu ça. Moi, la première fois où je l'ai vu, j'ai cru que c'était un montage. Et je me rappelle aussi la première fois où je l'ai vu. J'étais à Austin et on dit, mais c'est incroyable. C'est un moment de... Oui. Et par contre, ça l'a beaucoup desservi dans la tech. Sauf que lui, je crois qu'il était aussi un peu... il venait pas directement de la tech, ça l'a beaucoup desservi. Ok. Il a perdu la face ce jour-là. Ah oui, okay. Il a perdu la face. Bon, en tout cas, c'est encore sur Internet. Là, si vous n'avez pas besoin de ça. Si vous l'avez pas vu, vous n'avez pas vu, allez-y. Franchement, c'est exceptionnel. Steve Ballmer, YouTube. C'est une sales conférence. Exactement. Et il harangue la foule. C'est inimaginable. Et quand on croit qu'il a fini, là, on met une couche. Bon, c'était pas tout à fait ça. Alors, tes collègues de J, c'était pas à ce point-là. Non, c'était pas à ce point-là. Mais il disait, mais qu'est-ce que c'est calme ici? Personne ne se dispute. Voilà, oui. Et on se disputait jamais, il n'y avait pas de problème. Et on n'adressait pas forcément tous les problèmes d'ailleurs avec ça. Et c'était voilà. Très très intéressant. Sur un autre élément un peu fil rouge de ta carrière, il y a aussi, tu as une carrière très exigeante avec beaucoup de déplacements, beaucoup d'expatriation. Il y a la vie de famille. Il y a comment tu réussis finalement à gérer ça pour toi, mais aussi ce que ça te donne envie de faire avec tes salariés, tes pairs, etc. Tu m'avais parlé un peu d'un moment de vérité oui, avec ta fille. Je pense que pour repartir un tout petit peu en arrière, il y a une chose qui joue dès le départ, c'est qu'en fait, j'ai des passions en dehors du travail qui fait que l'équilibre, je vais toujours le trouver. Donc, je vais toujours faire des choses en dehors du travail et garder ces passions. Tout au long de ma carrière, ça va m'aider à la fin de ma carrière, mais donc il y a cette partie-là, mais il y a des moments où en fait l'intensité est telle que les passions n'a plus le temps et où c'est là où l'équilibre est. Et effectivement, j'avais deux types de patrons. J'avais un patron qui disait, le life balance, c'est quand votre famille vous dit que ça va trop loin. Okay. Et donc, c'est là, ça a déjà dérapé. Et puis, j'avais un patron qui m'avait dit un jour où il y avait une réunion et le soir, je sais pas comment il savait que c'était l'anniversaire de ma fille. Parce qu'en fait, je crois qu'on s'était vu nous deux fois en dehors du travail et donc il avait vu ma fille et il savait que c'était son anniversaire. Et il dit, mais Hervé, c'est pas l'anniversaire de votre fille ce soir? J'ai dit, si, la réunion importante. Il me dit, non, la réunion, vous rentrez chez vous. Troisième ne se rappellera jamais que vous avez manqué cette réunion, mais votre fille s'en rappellera toujours que vous avez manqué son anniversaire. Et là, je me dis, il a raison. C'est le test.
Et j'ai utilisé ça plusieurs fois quand les gens vont venir me voir et me dire, voilà, je sais pas quoi faire. Je dis, est-ce que votre famille s'en rappellera? Oui. Est-ce que votre femme s'en rappellera? Ah oui. Allez-y. Partez. Allez avec eux. Faites ce voyage. Faites ce... Et ça, c'est un énorme... C'est devenu une grille de lecture, en fait. Voilà. Et je vais après, il y a un moment en Asie, quand on est dans une position d'exécutif, on fait ce qu'on appelle des town halls, donc des présentations où on parle de la société, on leur donne un petit peu la perspective de la société qu'ils n'ont pas, pour ouvrir un peu leur horizon, et puis on leur dit quel est le plan, etc. Et les gens posent des questions à la fin. Et les Asiatiques sont souvent très timides, ils posent très peu de questions, donc d'une part à cause de l'anglais, d'autre part parce qu'ils n'osent pas. Mais en général, il y a une question qui sort tout le temps, c'est comment vous faites au niveau life balance. Et c'est quelquefois très direct, c'est vous êtes pas gros, vous faites du sport, comment vous faites? C'est très drôle. Oui. Et ils sont capables de dire à quelqu'un, vous êtes gros, comment vous faites pour être en bonne santé, hein? C'est très direct, il n'y a pas de filtre. Ok. Et donc cette question vient tout le temps. Et donc j'explique, je dis, voilà, je fais du sport, voilà ce que je fais au niveau des réunions, si c'est important pour ma famille. Et ils prennent des notes, et je vois les gens prendre des notes. Et je me rends compte qu'il y a un sujet que mes prédécesseurs ou mes pères soit n'ont pas abordé, soit veulent pas aborder, soit qu'il y a un vrai problème, et que ces gens, ils sont tous en mode de burn-out, ces jeunes Asiatiques, ils travaillent 70 heures par jour, par semaine, et le samedi, le dimanche, et donc, c'est quelque chose de très important. Et puis, donc ça va un peu me suivre. Et puis, j'ai sans doute pas assez eu de life balance à un moment parce que je me retrouve avec un problème médical complètement inattendu au retour d'un voyage à Taïwan. Qui, comme disent les Américains, c'est un life-changing event. Et moi, au début, je me dis, ils exagèrent un peu et je me rends compte après qu'en fait, ils ont complètement raison. Et je me retrouve avec une opération chirurgicale importante. Alors moi qui suis jamais allé dans un hôpital, je me trouve à fréquenter des tas de spécialistes pour une opération, pour quelque chose que j'aurais... Il n'y a pas d'explication, j'ai aucun des symptômes, etc. Mais voilà, le problème est là, il faut le résoudre et je suis arrêté 1 mois et demi et je me retrouve un jour sur la terrasse avec un plaid sur les genoux dans une chaise longue. Et il y a ma fille, la plus jeune, qui a encore 2 ans avant l'université, qui vient me voir un soir et qui me dit donc les enfants ont une éducation un peu franco-américaine, ils parlent les 2 langues, mais par moments ils pensent américain. Donc il y a notamment cette expression qui est no offense but, hein, ça veut dire, et derrière ça leur permet de dire n'importe quoi. Ah, non, t'as beaucoup vieilli, mais là elle me dit pas t'as beaucoup vieilli, elle me dit t'as pas passé beaucoup de temps avec nous et t'as pas passé de temps avec Sidonie, avec ma sœur aînée, mais je sais que tu as des plans pour moi. Et je me dis mais à quoi elle pense, qui m'a à peine effleuré. Et en fait, je me dis, je prends 20 secondes et je me dis, elle est encore 2 ans à la maison, elle me dit qu'elle a besoin de moi maintenant. La seule façon pour que ça se passe, c'est d'arrêter. Et donc, je vais voir mon épouse et je lui dis, voilà ce qu'elle vient de me dire. Et je sais ce que je vais faire. Je rentre et je leur dis que je m'en vais dans 1 an. Et je m'en vais dans 1 an, c'est la bonne solution au niveau professionnel, mais c'est limite d'être la mauvaise au niveau santé, parce que je vais terminer vraiment de l'année très très fatigué, et après je vais pouvoir faire toute une série de choses que j'avais pas fait avant, c'est-à-dire prendre soin de moi et faire des examens complémentaires, et parce qu'en fait j'ai repris trop vite et trop fort, hein, parce que les médecins m'ont dit que je retournais au travail, ils m'ont pas dit que je retournais au Japon. Oui, ils savaient pas ce que c'était le travail. Voilà, ils savaient pas ce que c'était. La première fois où je reviens, d'ailleurs, du Japon, et où j'appelle le chirurgien en disant ça va pas du tout, je suis limite d'appeler les urgences. Et il me voit le lendemain et il me dit mais moi je croyais que vous retourniez juste au travail. Je pensais pas que... Je suis désolé. Et c'est déjà presque trop tard parce que la machine est en route et voilà, donc je décide d'arrêter beaucoup plus tôt que je ne l'avais prévu, hein, quelques années plus tôt, même si j'étais relativement prêt. Donc je passe
Le reste de ma convalescence à réfléchir, j'appelle mon conseiller financier, je dis voilà ce que je vous avais dit, je voulais faire arrêter un peu plus tôt parce que j'étais conscient que l'électronique c'était usant et j'avais envie de profiter de la vie. Je dis vous vous rappelez de notre discussion sur 60 ans? Eh ben les 60 ans c'est l'année prochaine, c'est 57, c'est pas 60, hein, 57 et demi. Donc voilà. C'est l'autre moment où on réalise que la santé c'est primordial et j'ai pas eu de signes avant-coureurs. Enfin, j'en ai eu un ou deux, mais qui n'étaient pas déterminants. Et donc, effectivement, c'est un événement. C'est à chaque fois. Ouais, mais c'est ça, un vrai changement de vie. Et puis, ce moment de vérité, je trouve, enfin, en tout cas, moi, il m'a beaucoup marqué la première fois que tu m'en as parlé. Je me suis dit, c'est quand même incroyable la manière dont c'est dit. Cette phrase est très, très profonde. Enfin, voilà. Mais on a découvert notre fille à cette époque-là qui était très angoissée et qui s'adaptait très mal aux différents changements liés à l'expatriation. Et on se rend compte qu'elle a développé une sensibilité incroyable et une empathie absolument fantastique. Et on va développer et on va l'encourager dans cette voie et lui donner confiance en lui disant tu as des capacités d'empathie, de connexion avec les autres, de détection des difficultés des autres qui sont incroyables. Parce que à un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'on en a parlé ensemble? Est-ce qu'elle nous a entendus? On en a à peine parlé ensemble, elle ne nous a pas entendus. Donc, elle a senti que j'étais un peu désarçonné par ce qui s'était passé et que j'étais encore... c'est pas possible, je suis invulnérable. Hein, donc, pourquoi moi? Et là, j'avais passé ce stade et j'étais en train de me dire, il y a quelque chose qui marche pas. Ça peut pas continuer. Ça peut pas. Il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une évolution. Je peux pas continuer comme ça. Et j'étais pas non plus prêt à rentrer à troisième et à dire, donnez-moi un post cool. Et mon épouse me le propose. Et elle me dit, mais pourquoi tu fais pas ça? Je dis, non, je peux pas. Je pourrais pas. Je préfère faire autre chose. C'est un bon moment pour faire autre chose. J'ai plein de choses à faire. Faisons autre chose. Je vais aider des startups. Je vais faire du consulting. Et je me dis, j'ai un an pour développer ces réseaux. Et puis en fait, l'année passe très vite. On me demande de contribuer. La réaction de troisième est un peu bizarre. On me dit, voilà, on va le dire à personne. Ouais, c'est vrai que ce moment-là aussi, il est assez fou. Voilà, on va le dire à personne, on va le dire au PDG, parce qu'il doit le savoir, et on va le dire au VP des ressources humaines, parce qu'on doit vous remplacer. Mais on veut que vous restiez dans le poste, que vous soyez légitime, que vous ne soyez pas un lame duck, comme ils disent, hein, donc quelqu'un qui est grillé dans le job. Et donc, vous allez rester dans le job jusqu'au bout, et vous allez nous aider à trouver votre remplaçant. Parce qu'en fait, ça va pas se passer comme ça, parce qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais effectivement, ils trouvent mon remplaçant dans les 2 derniers mois. Et là, j'annonce que je m'en vais et il reste avec moi 2 mois. Transition assez rapide, quand même. Transition assez rapide, mais presque plus longue que la moyenne, hein, parce que normalement, c'est du jour au lendemain, c'est 48 heures. Hein, j'avoue, à l'américaine, en fait. Comme en politique, c'est comme en politique, c'est à peine mieux. Et donc, normal, il n'y a pas... Et là, comme le poste est quand même particulier, il y a une transition plus longue, et puis je pars pas dans un autre poste où on me demande, je pars pas à la concurrence, ils savent que... Oui, que c'est un vrai... je pars en retraite, hein, j'ai signé un truc comme quoi je partais en retraite, hein, donc je vais pas aller ailleurs au bout d'1 an. Et donc, ils me font confiance là-dessus. Et donc, ça dure 1 an. Et effectivement, en fait, j'en profite à chaque moment. Et c'est quelque chose que disent souvent aux gens qui vont prendre leur retraite. C'est, je dis, plutôt que de dire vivement la ligne d'arrivée, profite de ces derniers moments parce qu'il y a un moment où ce sera trop tard et où tu te diras qu'est-ce que j'ai été bête ou qu'est-ce que j'aurais dû en profiter. Et hormis le fait que je fatigue beaucoup plus, je vais profiter de chaque moment. Et au point où, quand je l'annonce, les gens me disent « Mais c'est incroyable, on ne l'a pas vu venir et vous aviez encore plus d'énergie que d'habitude. » Et vous aviez... Ouais, c'est dur, je n'allais pas montrer que j'étais fatigué ou j'allais m'en aller. Et il y a quelques personnes très proches de moi qui disent « Ah, on s'en doutait un peu. »
et qui sont même inquiètes. Et donc, je suis obligé après même de faire un espèce une communication comme quoi c'est pas un problème médical. Parce que les gens vont dire oui, on nous cache quelque chose et il y a eu un précédent. Et donc les gens disent on nous cache quelque chose et après c'est un défilé, les gens viennent me voir en me disant il y a quelque chose. Tu nous as pas tout dit et en fait je dis non, je suis fatigué effectivement, mais j'ai envie de faire autre chose, mais je pense que je l'aurais fait de toute façon. Et je serais resté. Il y a même un patron qui arrive entre-temps. Entre-temps, mon patron à qui j'avais partagé cette information, lui, il prend sa retraite du jour au lendemain. Il le savait déjà, mais il ne pouvait pas me lever. C'est tellement drôle. Il décide de partir faire de l'avion. Et je découvre qu'il a appris à piloter en quelques mois et qu'il rêve il part en avion. Et il est remplacé par quelqu'un. Et le premier jour où la personne est là, on m'appelle et on me dit attention, il va te faire venir ce soir, il va essayer de te faire changer d'avis. Et il comprend très rapidement que c'est mort. Ouais, que c'est mort. Et on va très très bien s'entendre pendant 2-3 mois. Et moi, j'ai évidemment une liberté par rapport à lui parce que je sais que je m'en vais. Et donc, je vais l'aider en fait dans son intégration un petit peu parce qu'il y a des moments où je lui dis, tu sais, tu nous colles un peu beaucoup, quoi. Mais ce moment doit être fou pour les autres parce que toi, t'es libéré. Ouais. Les autres savent pas que tu pars. Ouais. Et lui, il débarque et donc il y a quelque chose de... Ouais, alors en plus, c'est un peu un père, quelqu'un avec qui j'ai fait Six Sigma et tout. Et les gens nous voient en position de rivaux parce que j'aurais pu avoir le poste, etc. J'aurais pas pu avoir le poste puisque j'avais décidé de m'en aller. Et donc, les gens vont observer un peu nos tensions. Et comme il est très, très intense et très agressif et qu'il a eu mon poste, il m'explique un peu ce qu'il veut faire. Et moi, je lui explique que lui, c'est pas moi. Et moi, Et j'ai fait une ou deux fois publiquement en allant juste pas trop loin, en essayant. Et de temps en temps, il me fait un clin d'œil du genre, je comprends, mais on s'arrête là. Et il y a les gens qui me disent, punaise, t'as bien fait tout à l'heure, t'es gonflé. Je me rappelle d'un épisode sur le financement des partis politiques où ils veulent absolument qu'on contribue. Ok. Et je vais dire, moi non. Il dit, mais tout le monde aux conférences exécutives, il dit, mais je suis européen, en Europe, la politique et l'entreprise, c'est séparé. Je ne le ferai pas. Arrêtez de faire des sous-entendus. C'est moi. Il y en a peut-être 2 autres. Et il y a des gens qui viennent me voir après et qui me disent merci. Merci. Ouais, d'avoir été porte-parole. Et là, c'est là d'ailleurs le clin d'œil. C'est là que je pense qu'il fait un clin d'œil du genre, je vois ce que tu veux faire et pourquoi tu... Profites-en. Profites-en, ça va pas durer. Essayez d'être le porte-parole de quelques-uns qui... Oui, cette histoire de financement des partis politiques dans l'entreprise, je trouve ça incroyable, surtout qu'on nous dit en plus où il faut mettre notre financement. Ah oui, ok. Donc, et c'est de tout temps ça, aux US, Oui, dans beaucoup de grosses entreprises, les grosses entreprises sont des très gros contributeurs. Après, il y a des cas récents où ça va au-delà, c'est les relations personnelles entre le patron de l'entreprise et le candidat. Oui, bien sûr. Mais sinon, oui, complètement. Et c'est évidemment très, très, très conservateur. Et il y a aussi, parce que les conservateurs sont bons pour les entreprises, pour le business. Pour le business, et les démocrates montent les impôts, ils sont pas bons pour le business. Donc après, on va en revenir un peu, mais à l'époque, on est en plein là-dedans. À l'époque, après, on va se rendre compte que c'est pas blanc et noir et que il y a d'autres tendances qui viennent. Ouais, mais le clivage à l'époque était plus nettement. À l'époque, c'était plus nettement marqué et donc il y a ces campagnes en interne et toutes les entreprises, beaucoup d'entreprises américaines l'ont. La troisième, qui est relativement discret dans plein de domaines, c'était à l'époque très, très présent. Ok. C'est super intéressant. J'en avais pas conscience, en tout cas pas à ce point-là. J'ai une question un peu transverse. J'aime bien la poser à tous mes invités. J'ai tendance à dire, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré, soit des mentors, soit des personnes que tu as managées ou même des équipes d'ailleurs. Ouais. Oui, alors il y a des personnes qui m'ont inspiré relativement tard en fait dans ma carrière, c'est-à-dire au bout de la 10e année ou quelque chose comme ça. Donc au début de ma carrière, j'avais l'impression que de pas en trouver en fait. Et puis il y a cette personne qui est à Bruxelles, qui est venue, qui m'a un peu
qui m'a un peu guidé au niveau carrière. Et il y a des qualités, j'ai retrouvé chez une ou deux personnes, notamment l'exécutif vice-président qui m'a suivi en Asie, des qualités d'empathie, de connexion avec les équipes, de perception des problèmes, de synthèse, de résumer en quelques mots des choses très compliquées, ou d'intégrer des situations très compliquées et d'être capable d'en parler devant un client et donné l'impression qu'on connaît le problème par cœur. C'est ces capacités-là que j'ai appréciées et qui m'ont impressionné plus que l'intelligence pure. J'ai vu beaucoup d'intelligence pure aussi avec des contre-exemples, c'est-à-dire des gens qui développaient des environnements un peu toxiques, qui avaient toujours raison, qui pensaient à la place des autres, et qui se fâchaient, et donc j'ai vu des exemples et des contre-exemples, effectivement. Presque autant de contre-exemples que d'exemples. Par contre, tu as dit équipe, c'est intéressant parce que j'ai eu une équipe qui était incroyablement inspirante, dans laquelle je suis arrivé en étant le seul non-ingénieur, et je pense que les gens le savaient. Et donc c'est l'équipe de ce qui s'appelle le matériau pour les écrans, donc qui est un business que 3M avait développé et dans lequel il a été en position de monopole, avait développé avec Sony pour les premières télés, un business de film, et qui est devenu, en fait, l'écran est devenu un sandwich de film avec des fonctions différentes, et qui a été développé par 3M, et puis à un moment par des concurrents, et c'était un peu... c'était le business le plus important de 3M en termes de chiffre d'affaires et de profitabilité à un moment. Et quand on m'a demandé de reprendre ce business sur la fin de ma carrière, je suis arrivé dans une équipe qui tournait toute seule, qui était extrêmement brillante, où les meilleurs étaient au bon poste, et où on m'a formé. Et les gens m'ont expliqué ce que c'était que l'optique. Mais par contre, je venais de l'électronique et je venais des clients. Donc ils disaient, il vient d'Asie, il est très proche des clients, et il vient d'électronique, ça peut pas être un mauvais bougre. Donc ils m'ont donné ma chance. Et à un moment, j'avais l'impression que tout ce que je pouvais faire, c'était faciliter, résoudre des problèmes pour eux. Mais tu étais là pour les manager, en fait. J'étais là pour les manager, mais c'est une équipe incroyable qui était une équipe A, comme dit Apple. Et je dirais pas qu'ils tournaient toute seule, mais ils avaient besoin de moi. Mais c'est des moments, c'est des privilèges dans une carrière d'avoir une équipe comme ça pendant quelques années. On a l'impression que si on ne fait pas attention, ça met la barre très haut, parce qu'on a l'impression que si on ne fait pas attention, on peut être le problème ou le goulot d'étranglement. Ah oui, donc ça, en fait, ça oblige dans l'autre sens. Et ça, voilà, ça tire voilà. Et voilà. Donc, génial. Bah, je pense que c'est souvent, en fait, on pense à des gens, on pense rarement à des équipes, alors que dans une organisation, les équipes, c'est... Les équipes, c'est important. Et moi, j'avais toujours, quelquefois, je pense au départ, pas forcément de façon consciente, mais attaché de l'importance à faire des équipes. Et peut-être que je pratiquais des sports d'équipe, et peut-être que ça me venait du sport, ou c'est quelque chose que je sentais que c'était un sport d'équipe, surtout l'électronique. Et avec la rapidité du changement et les exigences. Et c'est quelque chose que j'ai pratiqué, mais je me suis rendu compte que c'était pas systématique. À un moment, j'ai eu une équipe en dehors de l'électronique, dans les télécommunications, qui est une équipe complètement dysfonctionnelle, et où il y avait honnêtement peu de choses à garder. Et c'est ça aussi, j'ai appris à cette époque-là. J'ai un patron qui m'a dit... on s'en sortait pas tous les deux, et on venait tous les deux de l'extérieur pour résoudre le problème. Et en plus, je devais intégrer une société française qui avait été achetée. C'est pour ça qu'on m'avait dit, c'est l'occasion, allez dans les télécommunications. On veut que vous ayez dans les télécommunications, on a des problèmes à résoudre. Et c'était les fibres optiques et les connecteurs télécommunications. Et à un moment, mon patron m'a dit, vous savez, en fait, je me rends compte que vous et moi, on ne peut pas réécrire l'histoire. Et il y a des moments quand les gens ne veulent pas travailler avec vous, et ils ne voulaient pas travailler avec vous.
il faut l'accepter. faut l'accepter. J'ai été trop patient. Je pense que la patience, je me suis rendu compte rétrospectivement, j'avais quelqu'un en dessous de moi qui me disait noir et qui faisait blanc et qui minait mon autorité en interne. C'était avant le Hervé qui était plus... Voilà. Et je pense que le Hervé qui était plus ouvert et un peu plus agressif aurait géré le problème différemment. Et oui, voilà. Alors là, il y avait une autre crise, c'était l'explosion de la bulle. Donc, c'est une crise que j'ai vécue dans les télécoms. Donc, on s'est retrouvés avec des structures complètement inadaptées, des sociétés acquises qui ne valaient plus rien. Enfin, c'était massif. Et là, j'ai fait quelque chose que je souhaite jamais faire et refaire. Et c'était des restructurations et des réductions et des choses tous les 3 mois parce qu'on n'en voyait pas le bout de cette crise de 2001. C'était extrêmement douloureux. C'est vrai qu'en plus, à l'échelle d'une multinationale comme 3M, ça doit être... Enfin, les volumes doivent être massifs, quoi. Ouais. J'en discutais il y a quelques jours avec un entrepreneur qui m'expliquait, lui, à l'échelle d'une entreprise de 70 personnes, à quel point c'est difficile de vivre ce type de moment. Donc là, oui, alors, je me suis tourné vers l'entrepreneuriat et j'aide maintenant des startups et des PDG à établir leur plan stratégique quand ils veulent en avoir un, ou dans les relations avec les gros clients, ou à développer, de gérer des problèmes de recrutement, des choses comme ça, financement. Mais c'est quelque chose auquel je suis assez sensible, ce que tu viens de dire, parce que une ou deux fois, on m'a dit, bah oui, moi j'avais la responsabilité directe de 15 personnes. Et dans une société américaine, quand on a la responsabilité de plusieurs milliers de personnes, on a un problème de ressources humaines tous les jours. Et un problème grave toutes les semaines. Oui. Et quand on a, avec les règles que l'administration américaine actuelle est en train d'assouplir, voire de supprimer, les règles anticorruption, les règles post-crise de 2008, on est responsable directement pour tout ce qui peut se passer de mal dans l'entreprise. Et évidemment, c'est le maillon faible. On n'est jamais aussi fort que le maillon faible à ce moment-là. Et moi, c'était quelque chose dont j'étais super conscient et je savais que potentiellement, je pouvais, à l'époque, c'est sans doute peut-être plus qu'à maintenant, mais je pouvais me retrouver devant un tribunal américain pour une malversation, voire aller en prison pour une malversation. Et on a eu 2-3 cas comme ça qui étaient vraiment angoissants, quoi. Et ça, effectivement, l'entrepreneur là, mais dans les grosses sociétés, on l'a aussi. Et en France, on a un peu cette vision que les patrons, c'est les patrons de PME. Et je les admire profondément. J'aurais pas pu le faire moi-même. Je me rends compte maintenant que j'avais des velléités rentrées d'entrepreneuriat et que j'ai assouvi après. Je me suis rendu compte que c'était peut-être bien parce que je n'étais pas forcément fait pour ça. Donc j'admire énormément. Mais il faut se rendre compte que les grands patrons ont des responsabilités absolument gigantesques avec lesquelles viennent beaucoup de nuits sans sommeil et beaucoup de... là aussi. Donc, oui, ne serait-ce que par l'effet de volume que tu décris. Par l'effet de volume et la taille. Mais d'ailleurs, si on ouvre un tout petit chapitre là-dessus, tu parlais de sport, pour te maintenir en fait justement en état de pouvoir être en capacité de gérer cette charge mentale, etc. C'était principalement ça ton truc, c'était d'aller en mer, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais ta passion c'est la mer. Ouais. T'avais d'autres techniques, d'autres... Non, alors j'avais effectivement ça, donc la voile, donc j'ai jamais vraiment arrêté de faire de la voile. Quand j'allais en Asie, je mettais un petit laser dans le container à la fin, et au début, il venait compléter le container, et à la fin, on me le faisait payer parce qu'on me disait les règles ont changé, et c'est un peu... Mais donc... j'avais un peu évolué du gros bateau qu'on ne peut pas transporter vers le laser qu'on met dans un container. Et c'était super parce que j'ai pu faire ça en Asie.
Et puis, j'avais des choses avec la famille, en fait. C'est important d'en parler en famille. Et je pense que ça, c'est quelque chose on a plutôt bien géré avec mon épouse, parce qu'il y avait des moments où on se disait, on n'est pas obligé de faire ça. Donc, on peut mettre un peu nos règles. On peut se dire qu'on peut arrêter si ça va trop loin. À un moment, j'avais dit, si ça marche pas, on n'est pas obligé de faire ça. Si c'est trop dur pour toi, trop dur pour moi, donc on en profite ou on fait autre chose. Et donc ça, c'était bien d'avoir ces discussions-là. Et puis des trucs tout simples comme dire, tous les mois, on se retrouvait quelque part. Ok. Donc tous les mois, on avait la chance d'être basé à Singapour. Je peux en profiter. Tous les mois, on disait, on va faire, on va un week-end en Thaïlande, on va un week-end en Malaisie, on va Une vraie coupure, en fait. une vraie coupure qui était dans mon agenda. Je pouvais pas transiger. Il y avait souvent un après-midi qui allait avec ou quelque chose. Et sauf catastrophe, je disais, non, là. Et on prenait la voiture, on allait en voiture en Malaisie, et on a continué ça après. Bon, après, ça devenait plus des choses familiales, mais et je me suis rendu ça, c'est quelque chose que les Européens savent bien faire. Et justement, c'est pour ça que je te pose la question, parce que aux US, il y a la réputation de ça s'arrête jamais. Voilà. Et quelquefois à l'extrême, les Européens savent bien faire, mais et aux États-Unis, pas du tout. Et aux États-Unis, j'avais pas la réputation d'être un glandeur, mais j'avais la réputation d'être quelqu'un qui savait faire la part des choses. Hervé, il va une semaine au ski. Hervé, il régate le week-end. Hervé, il fait un voyage de 2 jours. Vous avez... Alors, un peu comme en France, quand on dit vous avez de la chance, quoi. Vous avez de la chance, et non, vous pouvez le faire aussi. Et donc, j'étais, y compris pour des patrons, 1 ou 2 fois, j'étais un peu le bon exemple dans ce domaine-là, tout en restant... Puis c'est pas mal la régate, parce que là, pour le coup, oui, c'est Hadway, il n'y a ça pas de... complètement l'esprit. On n'est pas sur son téléphone, quoi. Voilà. À Austin, je naviguais beaucoup. Une demi-journée le week-end, ça vide complètement l'esprit. Et on n'a pas besoin d'aller loin. Donc, ça peut être des passions. Ça peut être... Et alors, qu'est-ce que tu as appris dans cette passion que tu n'as pas appris dans une boardroom? Mais je pense le fonctionnement en équipe, Ok. parce que j'ai commencé à naviguer dans les équipages à 18 ans, la grosse croisière Edenc. Mais tu étais au bon endroit. J'étais au bon endroit et j'ai eu un bateau avant d'avoir un appartement. Donc je suis resté chez mes parents 1 ou 2 ans de plus et j'ai acheté un bateau en copropriété avec un ami. Et donc je pense que ça, la répartition des rôles, on était organisé comme un projet, et entre ce qu'on avait appris dans les écoles, commerce ou ingénieur, parce qu'on était souvent un équipage un peu... puis on intégrait des gens qui qui étaient des futurs marins en devenir, des futurs coureurs en devenir. Et j'ai appris beaucoup de choses au niveau fonctionnement, gestion de l'imprévu, anticipation. Au bateau, on dit ce que tu règles pas maintenant va revenir te hanter. Et donc, il y avait ces choses-là, ces espèces de prévention, et si ça se passait mal. Oui, en fait, c'est d'autant plus que c'est sans filet, donc là, tu joues ta vie. Ouais. La question de la sécurité, t'apprends les choses. Et à l'époque, il n'y avait pas les règles de sécurité qu'il y a maintenant, et il n'y avait pas les gilets obligatoires, il n'y avait pas, on envoyait des petits bateaux, donc on a fait le Fastnet avec un bateau de 30 pieds, de 9 mètres, et maintenant... il y a une taille limite à 12 mètres et il faut avoir fait toute une série de qualifications qui n'existaient pas à l'époque. Et on se rend compte rétrospectivement qu'on prenait beaucoup de risques, qu'on gérait comme on pouvait, parce qu'on n'était pas non plus des têtes brûlées, mais et donc au niveau gestion de crise et anticipation, qui est des choses que on fait très bien dans les grosses boîtes, et que j'ai aidé les startups à faire. Et si ça se passe mal, et si ça se passe pas comme ça, oui, on n'a pas le temps d'y penser. Je le fais pour vous. Je vous propose quelque chose, je propose un plan, on regarde ensemble, ça prendra un quart d'heure, et le plan, on l'a. Et, et parce que dans les grosses boîtes, on fait ça. Oui, bien sûr. À la fin du stratégique plan, il y a tout un truc, et c'est super détaillé, il y a toutes les réponses, c'est fait pour que si quelqu'un d'autre arrive entre-temps, il ait le... Oui, le playbook, en fait. Et puis surtout, quand il y a eu des catastrophes comme le tsunami au Japon ou le tremblement de terre au Japon et en Thaïlande,
Il y a eu des gestions en termes. En fait, c'est logique parce que la surface d'exposition d'une grosse entreprise est tellement plus large que du coup, de facto, il va y avoir en fait des problèmes Voilà. systémiques. Dans une plus petite boîte, parfois on peut avoir l'impression que c'est pas forcément nécessaire parce que parfois notre surface d'exposition, peut-être on a tort, hein, mais elle est tellement spécifique, tellement niche. Mais le risque est élevé. Mais le risque est ouais. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un nouveau concurrent qui rentre? Qu'est-ce qui se passe si il y a quelqu'un qui part avec la propriété intellectuelle et la boîte n'existe plus. Une grosse boîte s'en relève. Il n'y a pas la résilience. Une grosse boîte se relèvera toujours. Ils licencieront 5 personnes et ils s'en relèveront. Mais et donc oui, effectivement, hein, vous n'aurez pas votre financement. Voilà, donc ça c'est un des sujets en tout cas que tu as transmis beaucoup aux startups que tu as accompagnées. Complètement. La gestion du risque, le scénario planning, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire on fait des scénarios et si ça se passe comme ça, mais si ça se passe pas comme ça. À penser aussi en termes de concurrence, pas penser dans l'absolu, à se mettre dans la position des concurrents. Qu'est-ce qu'on ferait si... qu'est-ce que nos concurrents feraient à notre place? Ouais. Et ça, dans les startups, il y a souvent une idée géniale, un plan de commercialisation très correct, mais pas forcément cette vision des choses parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources. Oui, donc toi tu défendais la stratégie plus défensive en fait. C'est comment est-ce que je peux défendre aussi la stratégie offensive qui est de dire, écoutez, moi j'ai des, ça m'est arrivé pour des startups françaises de dire, faut présenter ça à Apple. On connaît personne, mais on leur fait pas confiance. Mais moi, je pourrais leur dire qu'il se passera pas ce qui s'est passé, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, qui était peut-être pas exactement ça, mais bon. Croyez-moi, si je suis là comme caution, ça ne se passera pas. Je vais aller directement à mon... Et donc... go-to personne que voilà, tu connais. Des PDG de Grenoble ou d'Aix-en-Provence qui se retrouvaient devant Apple ou devant Huawei en Chine à présenter leur technologie en ayant l'assurance que... Et puis surtout en leur disant, voilà, vous n'avez pas besoin de leur dire tout ça. C'est breveté? Oui. C'est pas breveté? N'en parlez même pas. Apple va vous dire qu'il ne veut pas vous entendre parler parce qu'ils sont très réglo. Des Chinois vont... ou d'autres sociétés, pas forcément. Manière de faire. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de dire tout ça. C'est trop tôt. C'est trop tôt. On le fera plus tard. Maintenant, on peut le faire. Ouais, ces choses-là, ce recul, ou je l'ai déjà fait, j'ai déjà été là, j'ai déjà fait ça, comme disent les Américains, been there, done that, et ce recul, de dire, non, ouais. Et au point où après, au début, il me disait, mais Hervé, on n'est pas troisième, et après, il me disait, comment ça c'est, est-ce que vous avez déjà été dans cette situation-là? Est-ce que ça c'est déjà, comment vous feriez? Relire des contrats, ou relire des choses comme ça, dire, attendez, votre contrat, vous pouvez pas vous lier comme ça à eux, c'est pas possible, il vaut mieux ne pas le faire, oui, mais on peut pas se permettre, mais si, on va négocier, ne vous inquiétez pas, il y a suffisamment de valeur dans ce que vous faites, on va négocier, mais ils vous diront à un moment que, c'est des postures. Donc, voilà. Donc, il y a la partie gestion de risque et puis il y a en fait un peu c'est pas dédramatiser, mais démystifier les postures des grosses entreprises dans les négos petites start-up aux grosses entreprises. Complètement. Parce qu'il y a d'une part, par rapport aux sociétés étrangères, notamment américaines et asiatiques, cette diabolisation, quelquefois, justifiée ou non, parce que je dis pas que c'est pas toujours justifié. Et puis, dans l'environnement français, et ça m'est arrivé aussi, cette position qu'avaient les grands groupes, même ça évolue un peu, d'appeler les startups des sous-traitants. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, on est en 2018, mais il s'est passé 35 ans et rien n'a changé, quoi. Et c'est de plus en plus rare, mais ça m'est arrivé de dire, attendez, c'est pas la bonne culture, il faut leur dire, vous pouvez pas... Oui, raisonner de cette manière-là, c'est il faut que vous rencontriez Lab. Si vous ne rencontrez pas Lab et que vous rencontrez que des gens qui vous disent ce que vous allez fabriquer parce que vous êtes un sous-traitant, peut-être que vous perdez votre temps. Aussi, cette capacité à dire non, à dire vous ne perdez pas de temps. Ça va nulle part. Vous en êtes quasiment sûr. Vous le dites vous-même. Ne perdez pas de temps. Essayons autre chose que vous croyez plus risqué, mais qui en fait est beaucoup plus prometteur.
Hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu as pris plaisir à partager aux startups ou éventuellement sur des projets perso que tu as encore aujourd'hui Aller chercher les talents, constituer des équipes. C'était des choses moi, enfin un petit peu en bateau. À un moment, on s'était rendu compte qu'on était des bleus et on a été chercher des marins expérimentés pour naviguer avec nous. Et les gens, ils rigolaient quand ils nous voyaient. Ils disaient, ils sont bien gentils, les étudiants, là, mais... Et on a emmené 1 ou 2 personnes qui nous ont fait progresser de façon incroyable. Mais qui, à la fin de la journée, nous disaient, oui, vous êtes nuls, quoi. Et c'était choquant. Et on disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes nuls, mais sympa. Il avait raison. Oui, c'était ça, exactement. Exactement. Je sais plus, vous êtes... c'est émouvant tellement vous êtes nuls, quoi. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait dit, vous en êtes touchant. Vous en êtes touchant. Et donc... Mais ça avait réussi à toucher une corde sensible chez cette personne. Et pour ça, je l'ai beaucoup fait dans les startups, de dire, regardez... Et surtout, donc pendant le Covid, on fait énormément de choses. On pouvait plus se déplacer. On a fait du recrutement en ligne. Mmh. Et là, avoir une sensibilité de recrutement, une expérience, et les bonnes questions, et les bons problèmes à poser, à résoudre, pour voir si on avait les bonnes personnes, c'était super utile. Oui, sur une diversité de métiers aussi qui est folle aussi. Oui, ouais. Et puis là, ça les aidait parce qu'ils étaient avec leur PGE ou l'équivalent américain, des subventions, des choses comme ça. Et tout s'arrêtait un peu à côté. Ils disaient, mets-moi sur le recrutement à ta place. Je te présente les trucs jusqu'à la fin et je fais les entretiens à ta place. Et on était bloqués chez nous et moi, j'ai fait beaucoup de choses comme ça. C'est injecter un peu de l'expérience de façon temporaire, mais qui permet, il faut que ce soit, je ne sais pas le mot français, on dit sustainable, que ça reste durable et scalable, qui est, c'est l'autre chose. Vous voulez être grand, mais vous avez une organisation qui est petite, donc il faut que vous puissiez intégrer rapidement. Et ça, on pense à ça dans les grosses boîtes, mais dans les petites boîtes, on anticipe l'échec quelquefois, mais pas toujours le succès non plus. Donc, c'est aussi des choses... Oui, c'est finalement regarder beaucoup plus à droite et à gauche, d'une certaine manière, beaucoup plus le grand succès et beaucoup plus quand même un peu l'échec. Oui, parce qu'on peut, on peut se le permettre. On n'est pas pris par le quotidien qu'ils ont... Et moi, j'avais des patrons d'entreprise au début qui m'appelaient tous les jours. Et mon épouse disait, mais... jalouse, quoi. C'est une relation. Il y en avait un qui m'a appelé tous les jours pendant 1 an et demi, 2 ans. Et il y avait des moments où j'avais l'impression de faire un peu de thérapie. Et ça m'arrive encore de dire, tu fais un super boulot, etc. Mais non, ou dire, oui, forcément... on fait 25, vous faites plus de choses à 5 que on faisait à 3e, à 100 dans un lab, donc évidemment, vous n'arrivez rien à finir. Les priorités, c'est incroyable, ça, c'est un dérailleur de plein d'organisations, établir des priorités. Moi, j'ai appris ça avec Six Sigma. On fait des listes, on passe dans un filtre, on filtre les 20 premières, on arrête tout le reste, on met toutes les ressources sur les 10 premières, on met la moitié des ressources sur les 10 suivantes, et quand on peut, quand on a réussi avec les 10 premières, on met des gens avec l'argent et on fait les autres. Oui, une gestion du backlog en fait. Puis, on arrête ce qui dure depuis trop longtemps. On arrête et puis on met des trucs sur l'étagère. C'est pas affectif, n'ayez pas de lien affectif avec le projet, il est sur l'étagère. À un moment venu, on l'utilisera. Parce qu'à un moment, on développe des liens affectifs avec les projets et on ne veut plus arrêter. Et dans les startups, c'est souvent le cas. Ou alors, on fait trop de choses. Oui, moi j'ai tendance à dire qu'on tombe amoureux de sa boîte alors qu'il faut tomber amoureux du problème. Ouais. Et souvent, c'est un peu lié à ça. C'est que finalement, il y a 2 ou 3 solutions qu'on a envie de voir. Et puis, faire trop de choses parce qu'on ne peut pas se permettre de n'en faire qu'1 ou 2. Parce que si ça se passe pas, on en aurait. Mais oui, mais si on fait trop de choses et qu'on n'a pas la bande passante pour les terminer, on ne va rien terminer. Et là non plus, ça va pas bien se passer. Et donc... Oui, donc c'est aussi un apprentissage assez fort que tu as... En tout cas, un message que tu répètes. Oui, et j'avais un patron qui avait trouvé le moyen de synthétiser ça. Il disait, pas plus de 5, je sais pas compter, je sais compter que jusqu'à 5.
il était hyper brillant, c'est cette personne de General Electric, mais quand il disait ça, le Chinois comprenait. Il disait 5, je sais pas compter. Combien de projets là, en Chine? 18? 5, j'en veux 5. Je reviens demain, j'en veux 5. Ou vous m'appelez la semaine prochaine avec les 5. On ne fait pas maintenant. Oui, c'est l'innovation ou la gestion de projet sous contrainte, en fait. C'est la contrainte très, 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 très forte. La capacité à innover, à développer vient du focus. C'est aussi un des secrets d'Apple. Hein. C'est aussi pour ça qu'Apple arrête tant de projets ou ne fait pas tant de projets, ou n'a pas été dans certains domaines qui étaient trop dilutifs. Et donc, c'est aussi un secret... quand on voit un produit Apple, c'est très simple. Et du coup, si je me fais un peu avocat du diable, quand on voit 3M, c'est l'antithèse. Oui, complètement. En termes de... Complètement. Mais les priorités, c'est un gros problème à 3M. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Six Sigma avait du sens. Oui, complètement. Et d'ailleurs, 3M n'a plus 45 divisions. On doit en avoir une vingtaine. N'a plus 7 business groups, doit en avoir 4. Et la santé a fait un spin-off avec la santé. Et... Oui, complètement. Et surtout quand on a des laboratoires incroyables qui développent des produits. Et puis, ça, c'est super, on va l'emmener à un client, on va lui montrer, et le client va dire, je suis intéressé, donnez-moi des échantillons. Et ça se passait comme ça. Et de dire, bah oui, c'est toujours, est-ce que vous voulez... Voilà, donc c'est des choses... À 3M, c'est un vrai problème. Et je pense qu'on a développé des vraies compétences, mais par contre, qui ne sont pas inoxydables, qui rouillent avec le temps, qui se perdent, qui viennent du leadership. C'est le patron. Si le patron fait 25 choses, il change la culture, en fait. Voilà, il faut vraiment que ça ressorte dans la façon dont vous communiquez. Si vous dites, voilà, on a 10 priorités, vous avez déjà perdu l'équipe. Et ils ne vont pas se rappeler de la 10e. Bon, c'est basique, hein, mais et le premier, effectivement, c'était le message de Jim McNerney quand il a dit non, c'est moi, c'est exactement. Le message, c'est moi qui suis responsable des priorités de la boîte. À mon niveau, évidemment. C'est moi qui suis responsable des talents, du développement des talents. Parce que si moi je le fais pas, ça sera pas bien fait. Et oui, ça c'est la valeur d'exemple. La valeur d'exemple aussi, c'est très important. Moi, je pense. J'étais un peu prisonnier de ça à un moment où je disais il faut rester tard, il faut que je sois le dernier à partir, c'est la valeur d'exemple. En Asie, ça fonctionne comme ça, hein, c'est l'âge et la valeur d'exemple. Enfin, c'était au départ, mais après, ça... Et je crois que c'est très important. Vous êtes obligé de... je suis désolé, hein, mais walk the talk, disent les Américains, c'est de marcher la parole. Hein, je trouve que c'est très puissant, ça, de faire ce que vous dites, quoi. Hein, oui, bien sûr. Et donc ça c'est super important. Merci pour ces retours-là. Ça fait 2 heures à peu près qu'on échange. Le temps passe vite. Je pense que pour les auditeurs qui sont encore avec nous, ça doit être les plus passionnés. Non, mais c'est génial. Franchement, la discussion est hyper passionnante. Mais bon, à un moment donné, il va falloir clôturer. Comme vous l'avez remarqué, voilà, Hervé a une grande épopée, une carrière fascinante. Donc, cet étudiant de l'EDEC qui fait toute sa carrière dans la tech et qui continue encore aujourd'hui à accompagner des startups dans ce domaine. Donc, si vous avez besoin d'avoir des petites idées ou des petits challenges, essayez de me contacter, puis peut-être que Hervé sera disponible pour vous aider. Contactez-moi sur LinkedIn. Génial. Merci beaucoup Hervé. Merci Jafar pour l'opportunité. J'ai pour un très grand plaisir à faire ça. Ça permet de se retourner un peu sur ce qu'on a fait et si ça aide à partager, à transmettre, c'est fantastique. Je suis convaincu que ça va en inspirer plus d'un. On a abordé tellement de sujets très importants. Merci pour ça. Et puis la semaine prochaine pour les auditeurs. Au revoir. Au revoir. Bravo. Vous venez d'écouter la suite et fin de mon échange avec Hervé Gindre. Rendez-vous dès mardi prochain pour un nouvel invité. Et si vous souhaitez m'aider à faire connaître les grandes épopées, vous pouvez partager cet épisode à une ou plusieurs personnes autour de vous. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et
Si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandesépopées.fr.